Cherif Majdalani ou le Proust libanais, la mémoire libanaise entre gloire et décadence. Entre tolérance religieuse et différence sociale, entre mémoire et errance, entre guerre et histoire, l'écrivain libanais Cherif Majdalani est né à Beyrouth en 1960. Une naissance qui marque le début d'un grand parcours littéraire dans la littérature francophone. Un autre écrivain tisse la mémoire d'un Orient merveilleux et plissé à la fois. Inspiré par les grands romans de la littérature française, comme ceux de Proust et de Stendhal, en vivant les errands solitaires des personnages de Cormac McCarthy, Cherif Majdalani quitte son pays natal, le Liban, en 1980, à destination de la France, pour y découvrir les mystères et les charmes de ces mondes fictionnels. En suivant ses études de lettres modernes à l'Université d'Aix-en-Provence, où il a nourri sa mémoire et cultivé son esprit pendant 13 ans, pour revenir au Liban en 1993 après avoir soutenu sa thèse sur Antoine Artaud. À son retour, professeur de lettres à l'université de Balamad, puis à l'université Saint-Joseph, Majdalani est devenu le responsable du département de lettres françaises dans cette dernière en 1999, ce qui lui permet d'accueillir des romanciers français et libanais en vue d'élargir ses connaissances et son savoir. En suivant son génie littéraire et lors du sommet de la francophonie 2002, notre écrivain a publié son premier livre, Le Petit Traité des mélanges, sous forme d'un abécédaire. Entre dialogue et mélange des cultures, entre soi et l'autre, Majdalani a dialogué plusieurs cultures. En 2002, j'écris un petit livre où j'essaye de dire mon agacement devant l'aimable notion de dialogue des cultures, privilégiant celle de métissage culturel ou d'acculturation. Beaucoup plus difficile, vécu avec plus de déchirements et de conflits, mais qui permet la survenue d'hommes ou de cultures réellement à la croisée des mondes. Ce petit traité fait de Majdalani un esthète de métissage culturel par ses grands fresques romanesques, teintés d'odeur et de saveurs orientales, et qui retrace des destins individuels ou familiaux bouleversés par le vent mauvais de l'histoire et de la guerre. Parmi ces destins individuels, Majdalani prolonge dans son milieu social pour retracer le destin d'un clan, celui de Nassar à la fin du XIXe siècle, dans un roman intitulé « Histoire de la Grande Maison ». Majdalani, Histoire de la Grande Maison, aux éditions du Seuil. Vous êtes libanais, vous écrivez le français, vous êtes donc un écrivain français. C'est quoi cette grande maison? C'est l'histoire, c'est une maison construite dans les environs de Beyrouth, mais c'est aussi, avec le recul, le Liban. C'est une grande maison qui abrite tous les Libanais. Oui, c'était ça que j'avais envie que vous me disiez. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire de Wakim, entrepreneur, planteur, père de famille, personnage extraordinaire, c'est un siècle d'histoire de votre pays au fond. C'est ça. Une cinquantaine d'années qui sont finalement très peu connues du public libanais, un peu ignorées par l'historiographie officielle, que j'ai repris de manière romanesque. Oui, ce que vous faites apparaître, c'est que finalement l'arrivée des Français au Levant va être vécue par un bon nombre de Libanais chrétiens, notamment les maronites, comme plutôt une libération, plutôt que comme une oppression. Absolument. Pour la simple raison que quand les Français sont arrivés, ils ont libéré le Liban de l'occupation ottomane. Donc c'était davantage vécu comme une libération que comme une occupation. Le contexte est parfois absolument tragique. Il y a des guerres, il y a des affrontements épouvantables, religieux, politiques, et néanmoins on a le sentiment d'une incroyable vitalité à l'intérieur de ce peuple libanais. Oui. La vitalité, oui, forcément, il faut toujours survivre aux événements. En fait, le roman se passe sur deux périodes. Une période qui était la fin du 19e siècle, une période tranquille quand même, connue comme tranquille. Et puis évidemment, l'éruption de la Deuxième Guerre mondiale, de la famine, des sauterelles, l'épisode des sauterelles, tout ça a fait que le pays a été éprouvé. Vous avez une façon tout à fait à vous de mener le récit, puisque de temps en temps, vous vous adressez au lecteur et vous dites, tiens, ce personnage, c'est pas trop ce que je vais en faire. Est-ce qu'il va sortir dans le jardin? Est-ce qu'il va monter l'escalier? J'aime beaucoup cette façon de vous approprier au
fond, les personnages et de les rendre au lecteur. J'avais envie de raconter une histoire et de montrer comment on la raconte. Parce que la manière avec laquelle je suis arrivé à reconstituer l'histoire est passée par une enquête. Et j'avais envie de raconter l'histoire et de raconter en même temps l'enquête qui a abouti à cette histoire. Dites autre chose. Quelque chose de très frappant dans ce livre, c'est qu'on a l'impression de respirer le Liban. Il y a plein d'odeurs, il y a plein de parfums, il y a l'encens et la myrrhe, comme on dit dans la Bible, mais pas seulement. Il y a les orangers, il y a les olives, il y a la pêche. C'est incroyablement parfumé tout ça. Oui, j'avais envie de raconter un livre qui mêle la grande histoire avec la vie quotidienne. Et ça, c'est une chose très importante pour moi. C'est quand la vie quotidienne se mêle à la grande histoire. Donc, on passe des grands événements historiques à des petits détails de la vie quotidienne, ce que j'appelle dans le roman la grande routine du monde. Assouvi de son imagination féconde, le Proust libanais entame un nouveau voyage fictionnel. Mais cette fois-ci, il dépasse la frontière libanaise et celle du roman classique pour inventer une épopée flamboyante d'un jeune aventureux, Samuel Ayad, qui sillonne les déserts africains sous les ordres d'un colonel britannique, tout en rendant hommage à ces aventuriers qui ont façonné l'histoire du Liban sous le titre Caravansérail, Sharif Majdalani, aux éditions du Seuil. C'est une histoire, dites-vous à la première ligne, pleine de chevauchées sous de grandes bannières jetées dans le vent. C'est un western qui se passerait à l'est, en quelque sorte. C'est un western qui se passe à l'ouest du pays d'où est parti le personnage principal. C'est l'histoire d'un retour, un personnage qui part de chez lui, qui va à la conquête de l'ouest, d'une certaine manière, de son ouest, mais qui revient chez lui. Et donc il y a aussi l'histoire d'un retour. Ce Samuel, donc, qui est libanais, comme vous-même, décide de quitter son pays. Il ne va pas très loin à un moment au début du XXe siècle où s'affrontent au fond dans cette région les Français et les Anglais. Et lui, il est finalement plus proche, géographiquement en tout cas, de l'armée anglaise. Oui, il part, et j'ai voulu en fait dessiner le portrait d'un émigré libanais. Et les émigrés libanais partaient un petit peu partout dans le monde, y compris en Amérique, mais il y en a beaucoup qui ont été en Égypte et au Soudan, donc il fait partie de ce lot. Je pense qu'il y a deux facettes du Liban, si vous voulez, ceux qui restent et qui construisent, qui fondent une maison au sens large, et ceux qui partent. Vous avez imaginé un type qui trimballe dans le désert, à dos d'animaux, une sorte de palais qui a été à la fois démonté et qui pourrait être reconstitué et acquis par quelqu'un qui aurait envie de s'acheter ce palais-là. C'est une idée insensée. Oui, c'est aussi l'image de l'immigré, parce que l'immigré libanais a essentiellement sur le dos. Toujours, non, c'est qu'il a toujours travaillé dans le commerce. Ouais. Et donc le commerce fait partie de l'âme de l'immigration libanaise. Et je voulais un émigré, mais qui soit un émigré un peu fou. Donc qui ne vende pas des épices ou des tissus, mais qui vend des choses absolument invraisemblables. Et donc j'ai imaginé ce personnage qui vendait un palais en morceaux. C'est une chasse au trésor, y compris dans le désert d'Arabie, chasse au trésor que grâce à l'archéologie, on peut espérer retrouver. Oui, et ce trésor est constitué de statues de Dieu que le personnage découvre en Arabie, et c'est une des facettes de cet Orient fantasmé que j'ai voulu reconstituer. Un Orient dans lequel l'Arabie en particulier se trouve constituée d'hellénisme, de christianisme autant que d'islam. En continuant son errance imaginaire dans les rites de l'histoire libanaise, en suivant ses pas dans l'Afrique noire, Majdalani place son héros Ghalib Kassab, cette fois au Soudan, dans un roman intitulé « Nos cibrés venaient du Gouloir ». Des années qui témoignent d'une tolérance religieuse et d'une grande solidarité familiale qui tendent à disparaître à cause de la guerre civile. Dont la vie de Ghalib Kassab est marquée par cette décadence. Une décadence qui fracasse ses rêves de bonheur et qui lui poussait à quitter son pays Liban. Pour son arrivée au Soudan revêt une dimension toute particulière, une sorte de retour aux sources familiales et romanesques de l'auteur. En effet, le Soudan occupe une place essentielle dans Caravansérail. Son deuxième roman est une place essentielle dans l'histoire familiale. C'est à Khartoum, en 1920, que naquit la mère de Sharif Majdalani. Cette décadence continuelle des héros majdalaniens à cause de la guerre poursuit l'imagination de l'écrivain
pour l'inspirer à nouveau à pénétrer la société libanaise afin de tisser la mémoire du dernier signataire de Marsad en 2013. L'écrivain nous renvoie par son imagination à Beyrouth de 1964 pour assister à la grandeur et à la décadence d'un homme emblématique de l'histoire de son pays. Il s'agit de l'histoire de Shakib Kattar, un notable chrétien bouleversé de l'enlèvement de sa fille cadette par Hamid Shahin, son fils spirituel. Alors, il s'agit d'un roman qui raconte tout d'abord l'histoire d'un homme et d'une famille. C'est l'histoire d'une famille, d'un clan. Et une histoire de famille qui se passe dans un quartier de Beyrouth. Donc c'est aussi l'histoire d'un quartier de la ville de Beyrouth. Et l'histoire de cette famille et l'histoire de ce quartier vont évidemment rencontrer l'histoire, la grande histoire, et notamment l'histoire du Liban dans sa période de faste dans les années 60 et ensuite durant la guerre civile. Donc il y a aussi l'histoire d'une famille et d'un quartier dans le faste et dans la guerre. Dans mon premier roman, j'avais raconté l'histoire d'une famille également, je parle beaucoup d'histoire de famille, qui se passait autour d'une maison. Alors ici, évidemment, ça s'élargit à l'histoire d'un quartier. L'ambition de ce livre, c'était en fait de raconter l'histoire d'une famille et d'un quartier, et d'une famille qui appartient à une communauté particulière qui était majoritaire dans un quartier de Beyrouth. Et donc, du coup, ce quartier va avec la marche du temps, avec la force des choses, on va dire, et l'arrivée de la guerre civile, se transformer, se modifier et changer notamment de population. Et donc, ce que je voulais faire, c'était raconter l'histoire des métamorphoses de la ville de Beyrouth à travers cette partie de la ville. Et les métamorphoses de la ville de Beyrouth passent notamment par la transformation de la population, les changements induits par l'expansion démographique de la ville et par la guerre civile. Ce qui fait que ce quartier dont je raconte l'histoire était habité par des chrétiens orthodoxes qui ne sont pas pris comme une religion, mais comme un ensemble culturel et communautaire, et qui vont petit à petit être supplantés par les musulmans sunnites. Et ce que raconte le roman, c'est évidemment la tentative de résistance d'un homme, la résistance d'un homme qui est le personnage principal aux changements qui sont donc tous induits par la guerre et par la marche de l'histoire. Une résistance qui fait de lui un homme qui voit les choses arriver de manière lucide et qui, à un moment donné, s'entête à refuser le changement. Et le refus du changement va évidemment être pour lui fatal, et c'est un petit peu l'histoire du livre. Le personnage principal, qui est cet homme entêté qui tente de résister à tous les changements qui interviennent dans l'histoire du Liban et qui ressemble finalement à beaucoup de personnages de l'histoire du Liban, de l'entre-deux, au moment où le passage de la paix et du faste à la guerre. Mais c'est aussi l'histoire d'une transmission et d'une filiation. C'est effectivement l'histoire d'un homme qui est à la recherche d'un fils. Contrairement à ce que d'habitude ce sont les fils qui cherchent le père, ici c'est le père qui cherche un fils, et qui ne le trouve pas, ou qui le trouve, mais d'une manière très détournée et très complexe. Et en faisant ça, j'ai tenté de restituer une manière, la manière avec laquelle les Libanais perçoivent leur histoire aujourd'hui, et notamment l'histoire des héros des périodes immédiatement précédentes, qui précèdent l'époque actuelle. Parce que le Liban, les Libanais vivent la période actuelle comme l'histoire d'une dégénérescence de la classe politique. Et comme les classes politiques libanaises se génèrent elles-mêmes par héritage, il y a cette idée que les classes dirigeantes d'avant étaient meilleures. Et donc il y a cette image du père qui revient dans l'imaginaire des Libanais, aussi bien en politique que dans les histoires familiales. Et le père est toujours vécu anciennement comme le héros de légende, etc., alors que ses fils sont dans la dégénérescence et sont ceux qui ont finalement dilapidé l'héritage. Et donc dans la dilapidation de l'héritage des personnages, des fils dans le roman, il y a une sorte d'image, de représentation de la dilapidation du Liban par les générations qui ont succédé à celles des pères fondateurs. Et donc c'est un petit peu cette relation entre le père et le fils, donc entre les pères et les fils, que j'ai essayé de raconter. Probablement parce que le Liban a été dévasté que sa littérature a pris cette force, cette puissance, parce que je crois qu'une des choses que la littérature libanaise est en train de faire, et qui est un peu la tâche que beaucoup de littérature émergente se donnent, c'est celle de relire l'histoire d'un pays. Et je crois que le Liban est un pays qui s'est construit sur des mythes
beaucoup de mythes, sur beaucoup de légendes. C'est un pays qui s'est fabriqué autour de grands mythes, mais ça c'est le cas de beaucoup de toutes les nations en réalité. Mais c'est finalement des mythes auxquels on ne peut plus croire aujourd'hui et sur lesquels on continue pourtant à vouloir faire vivre le pays. Et je crois que la littérature aujourd'hui se donne comme tâche, une des tâches, c'est pas la principale, mais une des tâches, c'est de relire l'histoire en essayant de défaire les mythes et d'essayer de restituer le Liban à lui-même à travers une histoire plus réelle, plus vraie. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de romans aujourd'hui qui tournent autour de l'histoire du pays, qui retracent l'histoire, loin de tout ce qui a été les légendes de la fabrication d'un pays qui ne tiennent plus aujourd'hui malgré tout ce qu'on essaie de faire.